Comment les maîtres du monde manipulent les bourses et les foules et la stratégie boursière pour en profiter, c'est ce qu'on va voir dans cet article vidéo. Donc encore une fois, c'est un article qui est un article de fond que j'ai publié sur le blog mais que j'adapte en vidéo. Donc ça va être principalement de la lecture avec des idées qui me viennent pour approfondir un petit peu des idées, des choses que je n'ai pas dit dans l'article. Donc c'est parti pour ce papier technique. On va parler notamment du quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire de la Banque des banques centrales qu'ils injectent directement sur les marchés financiers. On va voir pourquoi est-ce qu'ils font ça et vous allez vous rendre compte qu'on est davantage dans des notions de psychologie des foules, de confiance, bien au-delà d'une simple mécanique comptable de mettre de l'argent pour faire monter un actif. Vous allez voir qu'on va vraiment bien plus loin que ça. Alors, dans cet article, on va répondre notamment à des questions qui sont pourquoi les décisions que nous prenons sont biaisées par l'influence qu'a la foule sur nous, c'est-à-dire que quand l'on est isolé ou quand on est en foule, on ne va pas du tout avoir le même raisonnement et le même genre de décision et de perception du monde. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Donc on va parler de tout ça dans ce papier technique. On va voir aussi comment les maîtres du monde se servent de ce mécanisme pour manipuler les bourses et le peuple. On verra aussi comment savoir quand la méga bulle de la dette qui a été initiée il y a plusieurs décennies va imploser. Alors vous inquiétez pas, si vous ne savez pas de quoi je parle, on va voir tout ça dans cet article. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse bulle de la dette ? On parle aussi du grand reset monétaire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu tous les complotistes, les catastrophistes sur Internet, à chaque fois, ils parlent de Christine Lagarde qui est au FMI et qui parle de ce fameux grand reset monétaire. Ça fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Donc on va voir pourquoi le grand reset monétaire n'est rien d'autre qu'un nouveau paradigme comme on en rencontre chaque siècle et que ça n'a rien de novateur ou de destructeur. On verra tout ça dans ce papier technique. Et enfin, on verra comment mettre en place une stratégie de bourse pour tirer profit de tout ça, c'est-à-dire du paradigme en place actuellement, mais aussi du changement de paradigme et du prochain paradigme. Donc en fait, on va voir comment tout simplement tirer profit des comportements des maîtres du monde, puisque ce sont ces maîtres du monde qui font changer un paradigme A, un paradigme B. C'est eux qui sont en charge de maintenir et de faire évoluer tout ça pour que la psychologie des foules reste à la confiance. Donc on va voir tout ça. Alors déjà, on va commencer par une petite histoire. Est-ce que vous connaissez le mécanisme d'élection d'un concours de beauté ? Par exemple, quand vous regardez Miss France, le concours Miss France sur TF1, est-ce que vous avez une notion de comment s'y prennent les électeurs, donc ceux qui sont dans le jury, pour élire la Miss Monde ? De même que quand vous regardez une émission de télécrochet, par exemple La Nouvelle Star ou The Voice ou des choses comme ça, est-ce que vous pensez réellement, alors peut-être que sur TF1, alors je parle de télécrochet là, c'est pas possible dans une vidéo de bourse, mais bon, allons-y. Sur TF1, The Voice, on va avoir un jury où chacun va vraiment se prononcer en fonction de sa perception personnelle de l'artiste, alors que sur les gros télécrochets du style La Nouvelle Star, ils vont davantage se poser la question de est-ce que cette personne peut être accueillie par le flux musical actuel ? Est-ce que les consommateurs de musique vont aimer cette personnalité ? Ils ne vont pas se poser la question de eux, est-ce qu'ils aiment vraiment cette personne ? Ils vont d'abord se poser la question de est-ce que le niveau de sophistication du marché actuel qui consomme de la musique est prêt à accueillir la personne ? Et si à cette réponse, il y a un oui, ils vont être prêts à pouvoir élire cette personne et à la faire entrer dans le concours et à la mettre en avant. Si la réponse est non, tout simplement, ils vont la retirer du concours. Et ça, c'est pas du tout un jugement qui est personnel, c'est pas un jugement des qualités de l'artiste, notre ressenti par rapport aux qualités de l'artiste, mais c'est d'abord notre ressenti par rapport à la perception de la foule vis-à-vis de cet artiste. Donc vous voyez que c'est vraiment complètement biaisé.
Eh bien, dans les concours de beauté, c'est un petit peu pareil. Donc, au siècle dernier, on a le fameux économiste Keynes qu'on voit partout, tout le temps, à la fac, en économie, même au lycée, dans les cours d'économie. Eh bien, il nous parlait d'un fameux concours de beauté qui était organisé par un magazine londonien et il comparait donc le système d'élection des Miss ou tout simplement des concours de beauté au marché financier. Donc vous allez comprendre un petit peu, je vais vous raconter l'histoire. Donc, alors, c'est l'histoire d'un concours de beauté d'un journal londonien où le meilleur pronostiqueur gagne. Donc là, c'est pas la femme qui est élue qui gagne, c'est le meilleur pronostiqueur. Donc vous voyez que là, on est dans deux choses différentes, hein. Donc le principe de ce concours étant que parmi 100 photos, le lecteur doit choisir 6 jeunes femmes les plus choisies par tous les lecteurs du journal. Donc là, vous voyez que c'est un peu bizarre, hein. On n'est plus du tout sur le concours de beauté classique, hein. Donc autrement dit, le choix des 6 modèles ne se fait pas sur des goûts personnels, mais sur l'idée que les autres lecteurs se font de la beauté d'une jeune femme. Si tous les lecteurs se mettent à voter en suivant ce schéma, le processus d'élection se retrouve biaisé. Car chacun se transforme alors en pronostiqueur de ce que le consensus va voter. Le consensus, c'est tous les votants. On ne parle plus du tout d'élire une jeune femme en se basant sur ses propres critères de beauté. On parle de spéculer sur ce que sera le choix des autres intervenants, qui sont eux-mêmes en train de spéculer sur le choix des autres intervenants. Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et du coup, ce serpent qui se mord la queue, crée un consensus. Donc Keynes a utilisé cette analogie du concours de beauté pour montrer que le prix d'une action, lui aussi est de nature spéculative. Son prix de cotation dépend plus des anticipations que des fondements réels de l'entreprise. Donc quand on parle d'anticipation, c'est on se projette dans l'avenir et on se dit à quoi ressemblera cette entreprise dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, et surtout est-ce que le marché, est-ce que les autres investisseurs vont avoir cette même perception que moi? Sinon, j'investis pas dessus. Donc au final, la réelle question, c'est quelle est la perception du marché pour l'avenir de cette entreprise? Si tout le marché l'aperçoit comme quelque chose de très intéressant, ça veut dire que le marché va se mettre à acheter l'entreprise, donc je peux entrer sur cette entreprise. Mais pour ça, on ne se fixe pas sur les valorisations de l'entreprise, sur ses fondements, sur ses valeurs fondamentales, sur quels sont les profits à l'instant T, est-ce que sa capitalisation boursière est inférieure à tout simplement la valeur de ses stocks ou la valeur de ses biens immobiliers? Non, là on est vraiment sur est-ce que la foule va acheter cette entreprise, va avoir des projections positives au cours des prochaines années. Donc c'est vraiment très très spécial, hein. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. On ne valorise plus un actif sur notre propre analyse et nos propres goûts et notre propre perception. On commence par se demander comment le marché va percevoir cet actif, puisque nous seuls, quand on est seul, on n'a aucune force. Mais par contre, quand on est en meute, quand on est en foule, on a toute la force du monde. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu le livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon, lisez ce livre, il est vraiment très intéressant et il met vraiment en avant comment fonctionne la psychologie des foules. Donc, je reprends un petit peu la lecture pour ne pas me perdre trop rapidement, surtout que c'est un papier technique qui est assez long. Alors, si tous les lecteurs se mettent à voter en suivant ce schéma, le processus d'élection se retrouve biaisé, car chacun se transforme alors en pronostiqueur de ce que le consensus va voter. On ne parle plus du tout d'élire une jeune femme en se basant sur ses propres critères de beauté, donc nos propres critères de beauté. On parle de spéculer sur ce que sera le choix des autres intervenants, qui sont eux-mêmes en train de spéculer sur le choix des autres intervenants. Keynes a utilisé cette analogie pour montrer que le prix d'une action est de nature spéculative. Son prix de cotation dépend plus des anticipations que des fondements réels de l'entreprise. Ainsi, les intervenants préfèrent prédire ce que fera le marché dans le futur en ignorant ses fondamentaux actuels. Ce principe n'a pas changé d'un iota en un siècle. On parle de psychologie des foules. Si nous pensons que le marché va chuter cette année, nous allons, premièrement, vendre nos positions.
qui vont elles-mêmes alerter une deuxième vague d'investisseurs qui avaient les mêmes craintes que nous, mais qui n'ont pas agi au début. C'est seulement en voyant que les premiers investisseurs vendent que la deuxième vague d'investisseurs va elle-même se mettre à vendre. Et ces ventes vont elles-mêmes faire paniquer une troisième vague d'investisseurs qui prennent connaissance plus tardivement du consensus de marché. Et ce processus, il se répète comme ça, inlassablement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de vendeurs sur le marché. Eh bien, ce comportement, il est complètement déconnecté des fondamentaux de l'économie, des fondamentaux des bourses. C'est de la pure psychologie humaine, tout comme le fameux concours de beauté que Keynes a tant relaté. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va parler, on va prendre en fait ce même schéma et on va le comparer à ce qu'il est en train de se passer actuellement dans notre époque. Vous savez qu'actuellement, on a les banques centrales qui créent de la monnaie et depuis 2008, cette monnaie, elle est carrément investie sur les marchés financiers. Donc en réalité, ce que font les banques centrales, on va le voir, c'est qu'elles utilisent la psychologie des foules pour maintenir l'ordre. Alors là, vous vous dites, attends, c'est quoi le rapport entre créer de la monnaie et investir sur les marchés et maintenir l'ordre avec la psychologie des foules? Ne vous inquiétez pas, on va y venir et vous allez voir que tout est complètement lié. Donc depuis 2008, donc depuis la grande crise des subprimes, qui est une crise historique, nous sommes entrés dans un vrai cycle d'injection monétaire, ce qu'on appelle les QE, le quantitative easing. Et ça, c'est vraiment propre au marché financier. Donc, dit plus simplement, on a les grandes banques centrales du monde entier, donc que ce soit la banque centrale américaine, la banque centrale japonaise ou européenne, elles impriment de la monnaie et elles achètent directement des actions, des obligations et tout un tas de produits financiers. Donc en gros, elles injectent de l'argent dans ce qu'on appelle la sphère économique, la sphère financière. À l'opposé, la sphère réelle qui est tout simplement les salaires, l'économie vraiment réelle, qui n'est pas l'économie qui est cotée sur les marchés financiers, elle ne ressent pas du tout cette injection monétaire. C'est vraiment de l'injection monétaire qui se fait dans la sphère économique des marchés financiers et pas dans la sphère réelle. Sinon, vous auriez très probablement votre salaire qui aurait été multiplié par 10 au cours des dernières années, vu la quantité d'argent qui a été émis et investi directement dans les marchés financiers. Donc là, vous avez un petit graphe qui vous montre en bleu, alors la Fed, donc c'est la Banque centrale américaine. Vous voyez que depuis 2008, sur cette courbe bleue, alors je vais essayer de grossir, voilà. Hop, depuis la crise de 2008, ils ont investi énormément d'argent sur les marchés financiers. Donc c'est en jaune. En jaune, c'est exactement la même chose pour le marché européen, pour les banques centrales européennes qui se sont mis à injecter beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Donc vous voyez que les tendances, elles ont carrément explosé depuis la crise de 2007-2008. On a eu un nouveau comportement, on verrait que on est dans le même paradigme, mais on entre dans un excès, dans un comportement de ce qu'on appelle d'hyperclimax run. On est dans un excès de la phase de bulle. De la même manière, la banque centrale japonaise, la BOJ, elle a accéléré, pareil, son impression monétaire et surtout l'investissement de toute cette monnaie qui a imprimé, l'investissement de cette monnaie imprimée dans la sphère financière. Alors, vous allez me dire, ok, donc ces banques centrales, en principe, ce n'est pas vraiment leur rôle d'acheter des actifs financiers. Ce n'est pas leur rôle d'acheter des actions, des obligations ou des produits financiers. Elles n'ont rien à voir avec ça. Elles ont simplement le rôle de maintenir la confiance via une stabilité monétaire. Alors la question, c'est en quoi le fait d'investir sur les marchés financiers permet de garder une stabilité monétaire et la confiance des peuples, des nations et de manière générale du peuple terrien de notre planète.
quelles sont on va dire les craintes qu'elles essayent de maintenir, les peurs, des peurs qui peuvent se transformer en réalité et qui peuvent se transformer en situation explosive. Hein, parce que si les populations se mettent ensemble et se retrouvent dans des situations où elles n'ont plus le choix que de terminer dans les rues en guerre civile à manifester contre des États, et bien tout simplement ces États, ces maîtres du monde vont perdre le pouvoir et c'est la psychologie des foules et les foules qui vont reprendre le contrôle. Donc toutes ces banques centrales, elles ont le rôle de garder une certaine forme, un certain niveau de confiance pour éviter qu'on en arrive à une réalité catastrophique. Donc c'est ce qu'on va voir là, je vais vous présenter 3 éléments sensibles que gèrent actuellement les maîtres du monde, hein, notamment les banques centrales du monde entier. Donc vous en avez probablement conscience de ces 3 craintes parce que elles vous hantent, chacune d'entre elles vous pousse à prendre vos décisions de vie actuelles. Donc ces peurs, en gros, les maîtres du monde ont l'interdiction de les transformer en réalité concrète. Hein. Il faut vraiment que ça reste que des peurs. Le jour où ça se transforme en une réalité, les maîtres du monde, encore une fois, perdent le contrôle. On va le voir dans ce papier technique. Hein. Je vais vous expliquer ça de manière un petit peu plus précise. Mais là, déjà, avec ces 3 exemples, ça va vraiment vous faire comprendre comment tout ça marche. Donc, la première grande crainte, c'est que la plupart des banques commerciales, toutes les banques que vous utilisez au quotidien pour vous faire verser votre salaire et faire vos achats quotidiens, c'est ce qu'on appelle des banques commerciales. Eh bien, c'est les banques commerciales de Monsieur Tout le Monde, hein, elles sont en situation de risque depuis plus de 15 ans. Elles ont accumulé des produits toxiques sur les marchés financiers et elles sont anormalement exposées à ces marchés financiers. Vous savez peut-être, mais le rôle d'une banque commerciale à la base, c'est simplement de créer de l'argent et de l'investir dans la sphère économique réelle pour que vous puissiez acheter votre bien immobilier, vous puissiez créer votre entreprise et créer des emplois. Ces emplois vont eux-mêmes créer de la richesse, des services, des produits qui vont eux-mêmes créer de la consommation et générer de la croissance dans la sphère réelle. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis 15 ans, ces banques commerciales, elles n'ont plus pour rôle principal de générer de la richesse pour l'économie réelle. Elles se sont mises à investir dans la sphère financière. Donc elles investissent de l'argent en se basant sur l'épargne des citoyens. Elles utilisent de l'effet de levier. Donc tout simplement, par exemple, s'il y a 10 000 sur un livret A d'un citoyen, elles vont pouvoir investir 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 sur les marchés financiers dans des produits structurés, des produits toxiques qui se sont révélés être en 2018 des produits qui valent 0. Donc du coup, forcément, si les produits valent 0, la banque est en situation de faillite. Et ça fait 15 ans que ces pratiques se sont enclenchées. Hein. Donc la question, c'est comment vont réagir les épargnants si on leur dit que leur banque elle a fait faillite et que du coup, toute leur épargne a disparu. La réponse, c'est qu'ils ne vont pas bien réagir et qu'ils vont sortir dans les rues et que ça va devenir très 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 compliqué pour un État et pour les maîtres du monde de gérer ce genre de situation explosive. Donc comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Eh bien tout simplement, les banques centrales, les maîtres du monde en gros, rachètent les produits toxiques ou recapitalisent directement les banques. Recapitaliser, ça veut dire sauver les banques pour tout simplement éviter un tel événement. Ça, c'est une première chose, c'est une première crainte qu'a Monsieur Tout le Monde, mais il y a peu de chances, à moins qu'il y ait vraiment un gros événement, on en reparlera plus tard dans cet article, qui arrive. Là, en l'état, il y a peu de chances pour que ça arrive parce que systématiquement, toute cette impression monétaire va servir à recapitaliser les banques et à racheter les produits toxiques. Ce qui se passe depuis 2008. Deuxième grande crainte, c'est que le système de retraite par capitalisation des baby boomers américains, il repose sur la hausse des bourses. Vous ne le savez peut-être pas, en France, on a un système de retraite par redistribution. Donc, c'est les jeunes générations qui payent pour les vieilles. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Hein. Aux États-Unis, en gros, on se charge soi-même de sa retraite. Donc, on se prend en charge. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont une culture financière qui est beaucoup plus développée, élaborée qu'en Europe. En Europe, on a la culture de la pierre et de l'immobilier. Aux États-Unis, on a, en plus d'avoir cette culture de la pierre, la culture des marchés financiers. Donc, ils ont ce qu'on appelle des plans 401K, qui sont des plans de retraite.
et tout simplement ils épargnent chaque mois pour mettre de l'argent dans ce plan de retraite et ce plan de retraite leur permet d'acheter des produits financiers. Ils investissent notamment en bourse. Donc hop là. Les investisseurs américains sont vraiment des très 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 gros investisseurs boursiers et toute leur épargne en gros est investie en bourse et cette épargne quand ils arrivent à la retraite, eh bien, ils s'en servent, ils retirent de l'argent des marchés financiers comme ça, chaque mois, chaque année, pour pouvoir vivre de leur retraite. Mais le problème, c'est que si les marchés financiers ne montent plus, voire s'effondrent, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces baby boomers qui représentent une énorme masse de la population américaine? Quand ils vont arriver à la retraite, comment ils vont faire pour survivre si les marchés financiers chutent? De même que ces baby boomers, quand ils vont devoir retirer de l'argent chaque mois, chaque année des marchés financiers pour pouvoir vivre, quel impact va être ces retraits massifs d'argent d'une énorme masse de la population américaine quand ils seront tous à la retraite? Ils vont devoir vivre, ils vont devoir retirer de l'argent des marchés financiers. Ça va impacter plus ou moins les marchés financiers, ça, à la baisse. Donc vous voyez, en gros, là, on a vraiment une problématique. Donc la problématique, c'est de quoi vont-ils vivre tous ces retraités si les bourses se sont effondrées? Eh bien, la réponse, c'est que pour que les bourses ne s'effondrent pas, il faut entretenir la confiance des investisseurs pour faire monter les bourses. Cette confiance, elle est maintenue à l'international. Vous savez que si on a les bourses américaines qui chutent, eh bien par effet de contagion, on va avoir le marché européen, le marché asiatique. C'est vraiment toute la psychologie de l'investissement financier. C'est une psychologie mondiale. Et si on a un effet domino et qu'on a un gros pilier de notre chaise qui casse, eh bien les autres ne vont pas pouvoir soutenir la chaise et on aura un effet domino. Donc du coup, tout simplement, il faut conserver une psychologie qui soit très positive sur les marchés financiers. Donc il faut continuer de faire monter les bourses. Donc ce qu'ont trouvé simplement les maîtres du monde, c'est soit ils font monter les indices boursiers par eux-mêmes en achetant des actifs, soit ils rassurent les intervenants en disant de toute façon, les marchés boursiers ne se retrouveront jamais dans une situation où ils vont chuter très fortement. Parce que si vous n'achetez pas, chers intervenants boursiers, eh bien vous inquiétez pas, nous, avec le quantitative easing et l'impression monétaire, nous, on achètera et quoi qu'il arrive, on fera monter les marchés financiers. Donc tant qu'il y aura ce paradigme du quantitative easing et de l'impression monétaire qui sert à investir dans la sphère économique, dans la sphère financière, eh bien il n'y a pas risque que ça chute. En gros, il n'y a pas de risque de perte de confiance. Et donc le fait de dire ça, et le fait de faire ça, eh bien, ça rassure tous les intervenants économiques, tous les intervenants boursiers et du coup, ils continuent à acheter. Et encore une fois, on se retrouve dans le concours de beauté de Keynes. Si les QE perdurent et que les QE nous donnent une image très positive de la bourse à court, moyen et long terme, eh bien, nous, on sait qu'on peut y aller, qu'on peut acheter. Donc, tant qu'on a cette relation de confiance et cette croyance, eh bien, on n'a pas de crainte à avoir vis-à-vis du système de retraite par capitalisation des Américains, de cette énorme masse de baby boomers américains. Ensuite, on a une troisième grande crainte, c'est que si la croissance économique passe en mode chute libre, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des CDI, d'avoir de l'emploi. Les innovations technologiques permettent à l'homme de complètement se dédouaner de tout le travail manuel. Maintenant, ce sont les machines qui sont en train de remplacer, et ça a toujours été le but. L'homme ne s'en est jamais caché. Le but, c'est que l'homme vive mieux avec moins de tâches manuelles, rébarbatives et compliquées pour lui. Et le problème, c'est que forcément, il y a des énormes pans de la société qui sont en train d'être détruits. On appelle ça de la destruction créative. Donc, on détruit des pans d'une société pour que la société puisse muter et se renouveler en quelque chose d'encore mieux. Et à partir du moment où les gens ne veulent pas qu'on touche à des éléments qui sont en place, eh bien ça retarde l'innovation, ça retarde les nouveautés et c'est pour ça qu'en général il faut une génération parce que tout au long de notre vie on va défendre un petit peu ces acquis et il va falloir attendre qu'une nouvelle génération arrive avec des nouveaux acquis, avec des nouvelles idées pour pouvoir disrupter un petit peu, ça veut dire transformer le modèle sociétal et profiter pleinement des innovations. Et actuellement on est dans un monde où les innovations font vraiment pression
Et d'une génération à l'autre, c'est trop long. Là, on en arrive vraiment à des cycles de 5 ans, 10 ans, 15 ans. En 10-15 ans, on révolutionne complètement nos façons de consommer, nos façons de produire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore 20 ans, personne n'achetait sur Internet. Internet, c'était un truc un peu bizarre avec quand on se branchait sur Internet, ça faisait avec les modems là, 56K AOL. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais ça n'avait rien à voir. Maintenant, on fait tout sur Internet. On fait absolument tout. Donc en l'espace de 2 décennies, Internet a complètement changé notre façon de vivre. Et ça va de plus en plus vite. Donc en gros, on est en train de tendre vers une société oisive avec très probablement à la clé un revenu universel, mais aussi un taux de chômage qui peut facilement aller sur du 50%. Donc combien de temps va tenir le peuple sans s'entretuer si on a une personne sur 2 autour de nous, voire 2 personnes sur 3 autour de nous qui est au chômage, qui se plaint de sa situation, qui n'a pas d'argent pour vivre? La réponse, c'est que très probablement, ce quantitative easing, ce paradigme de l'impression monétaire va permettre aux États de créer un revenu universel pour que le peuple ne se retrouve pas dans la rue et ait suffisamment d'argent pour ne pas s'énerver. C'est-à-dire pouvoir s'acheter un écran plat, pouvoir manger, pouvoir partir en vacances 1, 2, 3 semaines par an. Et voilà, en gros, c'est ça. On maintient un certain niveau de confiance et un certain niveau d'apaisement pour pas que les foules s'enflamment. Donc, alors la réponse que j'ai écrite là, je développe, mais on alimente la machine. Donc quand je dis on, c'est bien sûr les maîtres du monde, alimente la machine à crédit en imprimant toujours plus d'argent pour permettre à de nouveaux projets économiques de voir le jour, cela en maintenant un taux de chômage viable sans déclencher d'émeutes. Donc vous voyez qu'actuellement on n'est pas à 50% de chômage. On maintient le taux de chômage de manière à ce qu'il n'y ait pas d'émeutes et qu'il y ait toujours un petit peu de croissance économique afin de générer de l'emploi. Et si on en arrivait à un stade où vraiment c'est plus possible, on passerait au stade 2 qui est on appelle ça l'hélicoptère monnaie aux États-Unis, à savoir distribuer directement de l'argent sur les comptes bancaires des Américains ou des Européens. Donc ça peut être très bien sous un format de revenu universel ou tout simplement de remboursement d'impôts qui ont été faits sur les 5 ou 10 dernières années. Peu importe la forme, mais l'idée est là, c'est qu'on distribue de l'argent. Et avec cet argent, on maintient les foules. Donc dans ces 3 exemples, il s'agit à chaque fois d'une fuite en avant pour éviter un désastre. L'objectif est de garder la confiance du peuple dans le système en place. Ainsi, le système peut continuer de se repenser et muter en limitant la douleur. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité de l'état économique des États. Quand on parle de bourse, ce n'est pas la santé de l'économie. Ce n'est pas la situation des États qui compte. La réalité, c'est l'état de confiance des peuples. Si les peuples sont bercés par la confiance, les intervenants économiques, ceux qui achètent, ils seront eux aussi bercés par la confiance et ils auront des projections positives dans l'avenir. Parce que je vous le répète, tout ce qui est coté en bourse est par nature spéculative. Et quand on parle de spéculation, on n'agit plus sous la rationalité des fondamentaux d'un actif ou d'une économie. On agit par des raisonnements spéculatifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que va penser la foule de cet actif sous 3 mois, 3 ans, 30 ans? Et en fonction de cette perception qu'on se fait de la foule qui elle-même va avoir des marchés financiers, on va prendre une décision. Donc beaucoup pensent que les banques centrales sont maléfiques, qu'elles veulent une population mondiale qui devienne leur esclave. Mais s'est-on déjà posé la question de ce qui a permis un tel boom économique au cours des dernières années? En 1913, nous assistons à la création de la Fed, qui est la banque centrale américaine, un système de régulation monétaire en gros. Puis en 1971, c'est la fin de l'étalon or. À l'époque, quand on créait de l'argent, il fallait qu'en contrepartie, on ait des réserves d'or. Sinon, on ne pouvait pas créer de l'argent de manière indéfinie, comme ça. Et bien, en 1971, avec les accords de Bretton Woods, on a eu la fin de cet étalon or. À partir de 1971, les États, les banques centrales ont pu commencer à créer de l'argent. Et on est entré dans ce qu'on appelle un cycle d'endettement qui lui-même
a créé un énorme boom économique et un énorme boom d'innovation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en 50 ans comme les choses ont évolué. Ce qui a permis à l'homme de progresser davantage en 50 ans qu'en 2000 ans, qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce qu'on est devenu plus intelligent comme ça au cours des 50 dernières années? Est-ce que notre cerveau, notre physiologie, est-ce qu'on a deux têtes avec deux cerveaux maintenant? Il n'y a rien qui a changé physiologiquement pour l'homme. Il y a une seule chose qui a changé au cours des 50 dernières années. C'est l'énergie qui est l'argent. Cette énergie, elle est devenue illimitée. L'argent est devenu illimité et a permis donc voilà, c'est une source d'énergie pour de la création illimitée en réalité. C'est une source d'énergie pour créer des choses en illimité. Donc concrètement, j'arrête pas de parler, ça me fatigue. Contrairement à ce que les médias nous martèlent chaque jour, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres dans l'histoire de l'homme qu'actuellement. Regardez un petit peu les statistiques des guerres par rapport à ce qu'était le monde il y a encore 50 ans ou 100 ans. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts et de victimes de la guerre qu'à notre époque. Alors certes, toute la journée, tous les soirs, les médias vous parlent de peur, de guerre et vous disent attention, c'est dur, voilà, bref. Essayez de penser à côté de la masse, des foules et vous vous rendrez compte qu'on n'a jamais vécu dans un monde aussi paisible. De même que notre espérance de vie et notre confort n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Un pauvre, en 2018, vit mieux qu'un roi de l'époque. Je veux dire, quelqu'un qui est au RSA aujourd'hui, il a accès à la nourriture à volonté en plein hiver. Il a l'électricité pour chauffer, il a l'eau courante pour se laver et pour ne plus vivre la peste ou toutes les maladies qui étaient liées à un manque de salubrité. Il vit dans des conditions qui sont relativement propres et décentes. Il a un lit. La seule chose qu'il n'a pas, c'est son état d'esprit. Quand on est pauvre dans notre société moderne, on est stigmatisé. Les médias stigmatisent les pauvres et du coup, forcément, quand on est pauvre, on se sent moins bien que la norme, on se sent par rapport au référentiel de la norme en dessous et c'est pour ça qu'on se sent mal et qu'on est toujours dans la haine et la destruction. Alors qu'en réalité, on vit dans des conditions de vie qui sont juste exceptionnelles. Donc, si nous tentions juste de changer d'angle de vue quelques secondes en arrêtant de voir uniquement le mal en chaque chose. À la recherche de son propre équilibre, la vie est un déséquilibre permanent qui évolue par cycle entre l'ombre et la lumière. Depuis que l'homme a rendu infinie cette énergie féconde qu'est l'argent via la dette, c'est-à-dire quand on a eu la fin de l'étalon or en 1971 avec les accords de Bretton Woods, les plus belles évolutions ont vu le jour. Certes, de nombreux excès néfastes ont émergé, mais ça fait partie du jeu. C'est le lot de tous les cycles économiques. C'est le lot des comportements de l'homme. On rentre dans un nouveau cycle. Ce cycle, il se termine parce qu'il y a toujours un excès. On a une purge et naît de cette purge un nouveau cycle économique qui se termine par un excès. C'est le propre des comportements de l'homme. Les cycles sont toujours là pour purger les excès, que ce soit des bons excès d'ailleurs ou des mauvais excès. Alors, quel est l'impact des QE, du quantitative easing, sur la psychologie des investisseurs? Alors là, je pense que vous devez comprendre un petit peu où je veux en venir maintenant. Donc, revenons aux banques centrales et à leur rôle de maintien de la confiance des populations. Si elles échouent, on part dans un monde en guerre civile. Si elles échouent à maintenir cette confiance, on part en guerre civile et là, franchement, je ne vous recommande pas d'être avec vos familles, vos amis en mode guerre civile. Regardez un petit peu ce qui se passe, les simulations hollywoodiennes des films. On reste des êtres primitifs. Quand nos vies sont mises en péril, qu'on n'a pas de quoi se nourrir et qu'on est en mode survie, croyez-moi, on se transforme en bête. Par contre, si les banques centrales, elles réussissent à maintenir ce niveau de confiance, le système en place peut évoluer et il peut muter en limitant ce qu'on appelle les chocs de volatilité, c'est-à-dire les chocs qui sont trop importants. En 2008, on a eu un choc qui était assez important, mais voilà, grâce à la naissance du quantitative easing, on a réussi à limiter le choc de volatilité. On n'est pas rentré dans une récession
incroyable. Je veux dire, on n'a pas eu 80% de chômage en Europe. On a eu simplement beaucoup de mutations. Ça s'est fait dans le sang, ça s'est fait dans la douleur, mais on a quand même réussi à maintenir un certain niveau de pérennité au sein des populations mondiales. On n'a pas eu de guerre civile dans tous les sens. On n'a pas eu une troisième guerre mondiale. Voilà, c'est pas parti dans tous les sens. Donc, elles ont réussi, les banques centrales, les maîtres du monde ont réussi à maintenir un certain niveau de confiance en partant dans des excès du paradigme de l'argent-dette et en imprimant de manière complètement illimitée et carrément en investissant sur les marchés financiers. Et en rachetant d'ailleurs tous les produits toxiques qui rendaient vulnérables les différentes branches de la sphère réelle, de la sphère économique réelle, donc de la sphère dans laquelle monsieur tout le monde vit, avec notamment, on en parlait, des banques commerciales. Si toutes les banques commerciales européennes, françaises étaient tombées en faillite, on aurait eu des bank runs, on aurait eu des mouvements de panique, on aurait eu des... Enfin voilà, je vous épargne les détails. Ça aurait été très 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 compliqué de garder un pays dans la paix si les banques centrales, si les maîtres du monde n'étaient pas intervenus. Donc les QE permettant de rétablir une psychologie des foules saine et propre au marché financier. Donc, nous l'avons vu avec le concours de beauté, les investisseurs achètent un consensus de marché et non des fondamentaux, car la nature des marchés financiers est spéculative. Dans l'état actuel de notre cycle économique, la perception d'un consensus positif repose sur le quantitative easing, sur les QE. Dans ce paradigme, le stimulus QE équivaut à la confiance des investisseurs et du peuple. Donc si on retire les QE, ça veut dire perte de confiance de la part des investisseurs et du peuple. Donc vous voyez vraiment une relation qui est directe entre ce qui se passe de la part des maîtres du monde avec le quantitative easing et le niveau de confiance des nations et du peuple mondial. Donc si les banques centrales injectent de l'argent, les investisseurs sont rassurés et continuent d'acheter. Si les banques centrales arrêtent les QE, c'est l'incertitude et les investisseurs deviennent frileux. Donc là, vous avez une petite image. Alors, je vais essayer de vous la grossir. Ok, comme ça. Donc le SP500, c'est l'indice qui est suivi par tous les gérants de fonds au monde. C'est le gros indice américain qui a un rayonnement international. Vous voyez l'évolution là, depuis 2008 ici. On a rebondi. Donc fin de la crise de 2008. On a en vert les QE. Et les QE qui ont permis d'investir directement sur les marchés financiers. Donc ça, en vert, c'est les montants investis sur les marchés financiers. Vous voyez qu'à chaque fois que cet argent a arrêté d'être investi sur les marchés financiers, les bourses se sont stabilisées. C'est la courbe noire. Le SP500 s'est stabilisé. À partir du moment où tout cet argent qui a été créé a commencé à être à nouveau réinvesti sur les marchés financiers, les bourses se sont remises à monter. Tout simplement parce que la relation directe entre la confiance des intervenants et les quantitative easing, c'est lié. Quantitative easing égale confiance. Et encore une fois, si les intervenants n'achètent pas parce qu'ils perdent confiance, ce sera les quantitative easing qui vont eux acheter et entretenir la hausse qui par effet miroir, va rétablir la confiance et du coup remettre à l'achat les intervenants. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel le serpent se mord la queue et c'est un cercle vertueux de confiance. Encore une fois, parce qu'on est dans ce paradigme actuellement. Donc il y a eu plein de paradigmes dans l'histoire des bourses et de l'homme. Actuellement, la confiance se fait par les QE. Avant, il y avait d'autres variables, c'était d'autres stimulus. Donc, tant que l'on vivra dans ce paradigme, avec ce rapport de confiance établi entre les QE et les investisseurs, la relation de cause à effet persistera. Là, vous avez une nouvelle vue un petit peu plus long terme, depuis 1952. Vous avez en bleu l'évolution du SP500. En rouge, vous avez la Fed, les banques centrales, de ce qu'elles ont en balance, de ce qu'elles ont en actifs dans la sphère financière. Et vous voyez qu'en 2008, pour à nouveau recréer de la confiance, on est rentré dans un excès du paradigme du cycle de l'argent-dette. Donc vous voyez que la confiance sur les marchés financiers à partir de 2008, elle est devenue directement liée au QE. C'est quand même vraiment, c'est assez impressionnant ce paradigme. On lit la psychologie des foules quand on comprend comment lire
la psychologie des foules, c'est limpide, hein, c'est vraiment limpide. Hein. Donc chaque cycle économique a son propre rapport de confiance entre les investisseurs et le stimulus. Ce rapport change quand une crise économique est trop grave et que le stimulus devient inefficace. Il faut alors changer de stimuli en inventant un nouveau paradigme avec une nouvelle perception positive du futur. C'est le rôle des États et des banques centrales de créer un nouveau paradigme et un nouveau rapport de confiance, c'est-à-dire un nouveau stimulus, après chaque purge. Comme tout ce qui a attrait à l'homme, tout est histoire de psychologie. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais que vous compreniez comment s'est créée la méga bulle de la dette depuis 1971. Si vous n'êtes pas familier avec le système argent-dette et les cycles, hein, je vous encourage à voir cette vidéo qui est en français et qui résume comment fonctionne la machine économique. Donc cette vidéo, c'est How the Economic Machine Works. Donc c'est une vidéo qui dure 30 minutes, qui a été réalisée par l'équipe de Ray Dalio. Elle est sur le blog là, donc allez simplement regarder cet article. Alors je vous rappelle le nom de l'article. Hein. C'est comment les maîtres du monde manipulent les bourses et les foules. Vous allez sur mon blog et vous regardez cette vidéo si vous voulez comprendre comment ça marche. C'est vraiment un système très bien huilé, c'est très logique. Voilà, si vous n'avez jamais suivi la bourse ou l'économie de votre vie, vous allez comprendre comment notre paradigme actuel fonctionne. Vous pouvez aussi taper How the Economic Machine Works sur YouTube, vous allez tomber sur cette vidéo, ça va vous apprendre plein de choses. Allez, on passe à la suite. La fin du stimulus du quantitative easing, le jour du réveil, c'est-à-dire le fameux éclatement de la bulle boursière des actions. Vous savez, hein, on est dans le paradigme de l'argent-dette, on est en train d'entrer dans l'excès, dans ce qu'on appelle un hyperclimax run, dans un excès avec les quantitative easing. Donc il y aura forcément un jour où il y aura une énorme purge de ce boom lié au paradigme de l'argent-dette. Donc en 2016, j'avais tourné une vidéo qui expliquait pourquoi le marché des actions est poussé à la hausse par ce que j'appelle un effet d'éviction qui est lui-même causé par le quantitative easing. Donc si vous voulez voir cette vidéo, elle est sur le blog ou sur YouTube, ça s'appelle Bull Market, donc marché haussier. Ne spéculez jamais contre les banques centrales, sauf si elles se retrouvent KO. Donc allez voir cette vidéo, vous allez apprendre encore une fois pas mal de choses. Sinon, le lien est ici dans l'article. Hein. Donc, si vous ne voulez pas la voir, je vais vous résumer très rapidement de quoi elle parle. Donc, dans cette vidéo, je parle du scénario d'éclatement de cette bulle, avec notamment le fameux jour J où des entreprises cotant des milliards en bourse se retrouveront en situation de faillite. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez des mastodontes boursiers et du jour au lendemain, elles vous disent on fait faillite. Comment c'est possible qu'une entreprise qui cote des millions ou des milliards vous dise du jour au lendemain je fais faillite, je mets clé sous la porte et qu'il y en ait plusieurs comme ça qui fassent la même chose en l'espace de quelques mois ou quelques trimestres. Eh bien, si ça arrivait, on aurait un effet domino d'annonce de faillite qui causerait une prise de conscience chez les spéculateurs, chez les intervenants boursiers et qui permettrait tout simplement la fin de ce paradigme. On prendrait conscience en fait que les QE ne suffisent plus à alimenter la confiance des peuples et des intervenants vis-à-vis des marchés financiers. Parce que ces intervenants prendraient conscience que les QE ne suffisent plus parce que les entreprises sont concrètement en train de faire faillite. Donc, le stimulus des QE n'aurait plus aucun intérêt car la perte des confiances des opérateurs serait irréversible. Une purge de la bulle des QE permettrait alors de voir apparaître un nouveau paradigme. La mauvaise nouvelle est qu'il est tout simplement impossible de prévoir une date pour ce genre d'événement. La bonne nouvelle est qu'il est facile d'identifier quand les choses se gâtent pour retirer ses billes. Encore une fois, phase 1, phase 2, phase 3, la phase 4, ici, là, quand on rentre en jaune-rouge, quand on a un mouvement sur les bourses qui devient insoutenable pour être soutenu à long terme et qu'on a en plus des news du type de ce que je vais vous annoncer maintenant, c'est qu'on est très probablement en train de passer de la phase 3 à la phase 4. Donc je vais vous dire exactement comment identifier ce passage de la phase 3 à la phase 4. C'est de la pure psychologie humaine. Donc déjà, voilà, il nous faut un mouvement parabolique sur les cours et des indices boursiers. Donc, voilà. Phase 3, il faut que ça se termine vraiment là, il faut qu'on soit vraiment dans un mouvement très 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 fort.
Ensuite, il nous faut une euphorie généralisée qui s'empare des médias financiers. Il faut que tout le monde se parle à parler de... Il faut que tout le monde relate ce qui se passe sur les bourses. Ça, c'est vraiment un élément majeur. Ensuite, il nous faut une première vague corrective des prix avec les premières annonces de faillite des entreprises dont les capitalisations de prix sont indécentes. Pourquoi est-ce qu'il nous faut des faillites d'entreprises? Parce que la prise de conscience peut alors commencer avec une purge de plusieurs trimestres. Je veux dire, c'est comme se réveiller et se dire mince, pendant des années, on a acheté des actions qui ne valent rien. Et on a acheté des actions sur le simple fait du concours de beauté de Keynes, en pensant que comme tout le monde allait continuer à en acheter, on continue à en acheter. Et quand on se rend compte que une entreprise qu'on a achetée vaut zéro du jour au lendemain parce qu'elle déclare, elle met la clé sous la porte, et c'est là où on prend conscience que ça allait beaucoup trop loin. Et là, quand on a plein d'entreprises qui rentrent dans des situations de faillite et qui déclarent faillite, c'est là où il y a une véritable prise de conscience que le paradigme des QE n'est plus apte à assurer la confiance des investisseurs, et c'est là où on commence à retirer nos billes du jeu. Et croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui le fait au même moment. C'est simplement ceux qui savent vraiment comprendre et analyser la psychologie des foules sur les marchés financiers qui sont capables de l'avoir le signe. Comme c'était le cas pour le Bitcoin fin 2017, je vous ai tout relaté en direct sur YouTube. C'est exactement la même analyse de la psychologie des foules, mais sur un autre actif financier. Donc voilà, ça c'est vraiment de la pure analyse psychologique. Il n'y a pas besoin d'être un Nostradamus, il n'y a pas besoin d'être bon en économie ou d'être un expert comptable. C'est de la pure psychologie, rien d'autre. Donc, une fois qu'on a ces premières annonces de faillite, donc on est là, on commence à avoir une première vague ici. Donc là, en principe, tout le monde se dit oui, c'est une petite correction, ça va repartir. Sauf que nous, là, on commence à être alertés. Là, nous, on sait ce qui est en train de se passer. On a une analyse bien pointue de la psychologie des foules. Eh bien, on a un effet domino qui peut se mettre en place. Alors cet effet domino, il peut aussi provenir d'autre chose qu'une faillite des entreprises. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est moins probable. Donc, imaginons qu'on ait des faillites de banques ou d'assureurs ou de communes ou d'États ou même carrément de pays qui sont en défaut de paiement. Eh bien, les banques centrales, elles ont encore la possibilité de recapitaliser toutes ces entités financières, les banques, les assureurs, les communes, les États. Elles peuvent, les banques centrales, créer de la monnaie et recapitaliser. Si elles font ça, on ne va pas perdre la confiance. On va simplement recapitaliser pour garder le niveau de confiance. Et du coup, le rapport confiance-stimuli-QE restera intact. On restera toujours dans ce paradigme, on aura simplement un nouveau cycle. Donc, quelques États, quelques communes qui font faillite, une correction, et on a un nouveau cycle, toujours sur le même paradigme des QE. Donc voilà, ça, il faut vraiment comprendre ça. Par contre, si des entreprises font faillite, les QE, les banques centrales, les maîtres du monde ne vont pas les recapitaliser, ça ne sert à rien. Ça veut dire que les entreprises ont des business models qui ne sont pas viables, qui ne sont pas rentables et qui servent à rien. On ne va pas réinjecter de l'argent dans une entreprise qui ne fait que perdre de l'argent. Et ça, on ne peut pas mentir aux intervenants économiques là-dessus. C'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas mentir. Si l'entreprise, elle ne fait rien et qu'elle fait perdre de l'argent et qu'elle est carrément en situation de faillite, une recapitalisation ne servira pas à rétablir le niveau de confiance de la part des intervenants. L'intervenant, s'il a vu que cette entreprise a un modèle économique qui n'est pas viable, elle ne va pas réinvestir dessus parce que les banques centrales ont recapitalisé une entreprise. Elles vont se dire non, moi j'arrête d'investir sur ces entreprises qui ne rapportent pas d'argent, il va y avoir encore plein d'autres faillites, donc j'arrête, tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment là la subtilité, elle se fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'à mon sens, l'éclatement de cette bulle, il viendra de ces faillites d'entreprises. Il ne viendra pas des communes, des États ou des pays en défaut parce que là, on peut rester dans le même paradigme et recapitaliser. Ensuite, il faut savoir aussi une chose, c'est que tous les actifs financiers du monde, quel que soit l'actif, à un moment ou à un autre, il y aura une bulle sur un actif financier. Chaque actif finira toujours par rentrer à un moment ou à un autre dans une bulle de prix qui elle-même implosera. Pourquoi? Parce que c'est la nature même des actifs financiers. La nature même de ces actifs, c'est d'entrer dans des bulles spéculatives. On l'a vu, c'est le comportement des êtres humains vis-à-vis de tout ce qui est coté. Donc un éclatement de bulles spéculatives, il faut vraiment comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait que l'actif en soi ne vaut rien.
C'est simplement un éclatement de bulle, c'est une prise de conscience que les prix sont complètement déconnectés de la valeur réelle de l'actif. C'est pas que l'actif vaut zéro, c'est que la valeur qui est cotée, on a une prise de conscience que finalement on est beaucoup trop loin de sa véritable valeur fondamentale. Et quand on a cette prise de conscience là, c'est pour ça qu'on a une implosion d'une bulle et que cette bulle va la purge est si rapide en réalité. Donc la purge qui a lieu permet un réajustement et un assainissement de la situation de l'actif en question. Ce schéma comportemental émerge à nouveau, encore et encore, comme s'il était encodé dans l'ADN de l'homme. Donc, je vous le répète, mais quel que soit l'actif économique, il y aura toujours, à un moment ou à un autre, dans l'histoire de cet actif économique, il y aura à un moment ou à un autre une bulle qui elle-même implosera. L'histoire des marchés financiers n'est qu'une répétition de ce processus, car si le progrès et les technologies ont évolué au cours des derniers siècles, le câblage émotionnel de l'être humain, lui, n'a pas bougé. Comme je vous le répète, les innovations, les façons de consommer, etc. ont évolué, mais l'intelligence artificielle, enfin bref, tout ce dont on est en train d'assister actuellement, on est dans un boom qui est sans précédent, en un temps qui est minimal. Mais nous, on n'a pas changé, on reste les mêmes actuellement. On n'est pas encore dans le cycle du transhumanisme, on n'est pas encore dans ce paradigme-là. Donc la date prévue du reset monétaire mondial. Alors vous avez une petite idée, puisque je vous ai dit que la date, on ne pouvait pas la prévoir. Par contre, on pouvait prévoir, à partir des éléments que je vous ai fournis ici, quand est-ce que ça allait entrer, quand est-ce que là, on allait passer de la phase 3 à la phase 4. Donc le cycle des QE vient gonfler les prix des marchés actions et des obligations grâce au programme de rachat d'actifs. Ça, maintenant vous êtes bien au fait de cette phase. Ce cycle des QE aussi, il a certaines conséquences sur l'économie réelle, notamment le gonflement des prix de l'immobilier, car pour que le paradigme des QE fonctionne, il faut que les taux d'intérêt restent bas et proches de 0%. Et quand on a des taux d'intérêt bas et proches de 0%, eh bien, pour le marché de l'immobilier, ça provoque une augmentation tout simplement des prix de l'immobilier. Donc je radote, mais les QE sont symptomatiques d'une phase d'excès du méga-cycle d'argent-dette initié il y a 50 ans. À la base, l'idée était de pouvoir déconnecter l'argent de l'or pour pouvoir décupler la croissance et l'innovation. Aujourd'hui, nous avons atteint l'état de climax de ce paradigme, les banques centrales œuvrant dans l'excès depuis 2008 avec une impression que l'on pourrait qualifier d'incontrôlable. Cet excès n'est pas la situation isolée d'un petit pays avec sa banque centrale, c'est un enjeu qui est mondial, qui touche les plus grandes banques centrales du monde. Les rumeurs vont bon train autour du FMI qui nous prépare une nouvelle devise mondiale qui reposerait sur un panier de grandes devises internationales avec de l'or. Même maintenant, on parle dans ce qu'ils appellent ça le SDR. Ils parlent d'intégrer la technologie blockchain, donc de mettre des crypto-monnaies dans cette grosse devise mondiale. Donc chaque année, il est assez marrant de voir sur Internet les catastrophistes qui nous disent que c'est la fameuse année du reset monétaire. Donc ils nous disent qu'on va tous se faire voler notre pouvoir d'achat par les hautes institutions, que l'on va être asservi à l'esclavagisme à cause du reset monétaire. Bref, que c'est la fin de l'homme, c'est la fin de l'ère de la liberté telle qu'on la conçoit actuellement. Moi, j'ai un petit message quand même pour ces catastrophistes avec leur vision actuelle du monde et leur promesse d'une société qui va tourner à l'esclavagisme. À mon sens, on est déjà des esclaves. On est complètement esclaves de notre système de consommation actuellement. Notre temps est déjà volé en échange d'un salaire qui lui-même est volé par l'inflation, par les taxes et par notre addiction à la consommation d'objets inutiles et obsolètes en quelques mois ou quelques années. La réelle question se porte sur la réalisation ou non du fameux changement de paradigme, à savoir le fameux reset mondial, mais en aucun cas sur des conditions d'esclavagisme ou non. Il faut vraiment qu'on en ait conscience, on est déjà esclaves du système mis en place par les maîtres du monde.
Donc forcément, ce reset monétaire, il arrivera forcément un jour. Je vais d'ailleurs vous présenter à la fin de ce papier comment il est possible de tirer profit de ce reset monétaire mondial avec un portefeuille long terme qui est équilibré et qui est de type bon père de famille. Donc pour aller plus loin sur le fameux événement du reset mondial dont Christine Lagarde fait régulièrement allusion dans ses discours, encore une fois, la réponse se trouve dans la psychologie des foules. Donc, jamais le reset monétaire mondial ne se fera sans, au préalable, une perte de confiance de la foule. C'est le seul élément qui compte. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque à l'époque des présidentielles, je crois que c'était Sarkozy, il y avait, comment elle s'appelle je vais pas dire la folle là. Bref, il y avait l'ancienne femme de Hollande. Elle était toujours en train de radoter la confiance, chers concitoyens, et elle n'annonçait absolument aucune mesure, aucun programme, et du coup elle s'est fait tacler pendant c'est Ségolène Royal, pendant toute sa campagne présidentielle, elle s'est fait tacler parce qu'elle avait qu'un seul mot à la bouche, c'était la confiance. En réalité, elle a bien compris, elle est bien plus maligne que ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle, elle comprend tout ce que je suis en train de vous expliquer, elle a bien compris que tout repose sur la confiance du peuple, et qu'au final, tous les politiciens, pour l'obtenir cette confiance, ils vous expliquent par A plus B comment ils vont s'y prendre, et en réalité, il ne se passe jamais rien. Et elle allait directement droit au but. Elle vous disait, moi je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous expliquer par A plus B comment je vais maintenir la confiance du peuple, je vous dis simplement que je vais maintenir la confiance du peuple. Et elle s'est fait complètement tacler, parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle à la masse, ce n'est pas comme ça qu'on exploite la psychologie des foules. La psychologie des foules, elle a besoin d'être motivé par une énergie, par des valeurs, par des croyances, par des systèmes de pensée qui sont simplifiés et auxquels elle va pouvoir s'identifier cette foule. Si on ne lui apporte pas ça, ce grain à moudre, cette nourriture, elle ne pourra pas adhérer, elle ne pourra pas se rassembler. Et ça, Ségolène Royal ne l'avait pas compris. Donc, on va revenir à notre fameux reset monétaire mondial. Donc, est-ce que les hautes... On va prendre un parallèle, c'est une super analogie. Est-ce que les hautes institutions françaises auraient pu décréter l'état d'urgence avant les attentats du Bataclan? On va voir ça maintenant. Si oui, comment est-ce que le peuple français aurait-il réagi vis-à-vis de cette perte de liberté? Je vous rappelle que l'état d'urgence, c'est une perte de liberté et une intrusion dans la vie de chacun qui est absolument... c'est du jamais vu. Hein. Dans l'histoire de l'homme, on n'a jamais vu ça. C'est simplement la perte de notre liberté et de notre vie privée, hein, ce processus d'état d'urgence. Allez voir un petit peu en détail de quoi il en découle. Vous allez voir, c'est absolument dingue. Donc, comment le peuple français aurait réagi si on lui avait imposé ça sans qu'il y ait un élément déclencheur? C'est-à-dire, il fait beau, tout le monde va bien et boum, on dit que ça va être l'état d'urgence. Comment l'État aurait pu justifier d'instaurer de telles pratiques auprès des autres pays du monde? Comment est-ce que la France aurait-elle pu justifier, voilà, nous on va mettre en place l'état d'urgence? Non, c'est impossible, les autres pays du monde n'auraient jamais pu accepter quelque chose comme ça. Ou tout simplement, face à la déclaration des droits de l'homme, quand on a un pays qui a une devise liberté, égalité, fraternité, il ne peut pas décréter l'état d'urgence sans qu'il y ait quelque chose en amont qui justifie de décréter l'état d'urgence. D'ailleurs, au sein des plus hautes fonctions de l'État, qui aurait voté favorablement pour l'état d'urgence sans un événement justifiant son application? Pour qu'un nouveau paradigme soit instauré et rencontre l'approbation d'un peuple, d'un pays ou d'une planète, il faut un élément tellement impactant qu'il mette tout le monde d'accord sur une vision commune des choses. Il faut un ennemi commun à convaincre. Sinon, ce n'est tout simplement pas négociable et ce n'est pas implémentable. Donc ce fameux décret de l'état d'urgence, sans les attentats du Bataclan, il n'aurait jamais pu être mis en place. Et c'est donc le jour où cette perte de confiance vis-à-vis du système monétaire mondial se matérialisera, avec notamment un effet domino, que le reset pourra être effectué en moins de 24 heures. Parce que ce sera non négociable. On aura un ennemi commun qui est de maintenir une certaine forme de confiance
pour les peuples à travers le monde. Et c'est simplement quand on sera vraiment au pied du mur que l'on pourra implémenter des choses qu'on n'aurait jamais eu le droit et la possibilité d'implémenter sans être au pied du mur. Donc, comme nous l'avons vu plus haut, le grain de sable qui enraye la machine pourrait provenir d'une prise de conscience que les bourses valorisent de manière outrancière des entreprises qui se déclarent en faillite. Donc ça, c'est mon idée. Après, ça peut venir bien sûr d'autres choses. Le plus important, ce n'est pas de savoir de quoi ça va venir, c'est de voir le jour où on sera dans cette situation-là, on pourra agir parce qu'on sera vraiment conscient est-ce qu'on est en train d'entrer de cette phase 3 à cette phase 4. Nous, on ne va pas réagir là, on va réagir là, juste là. Donc, j'ai une stratégie pour profiter avant, pendant, après le reset monétaire, c'est-à-dire le paradigme de l'argent dette et des QE. Donc l'analyse de la psychologie des foules et la maîtrise de ses propres émotions, c'est vraiment une clé pour s'enrichir sur les marchés financiers. Donc nous allons nous intéresser de plus près à une stratégie boursière qui permet d'embrasser toute l'incertitude de chaque nouveau cycle économique. Donc on n'aura pas besoin d'anticiper ni d'analyser quoi que ce soit. Vous allez voir que c'est complètement, ça n'a rien à voir avec ce que l'on s'imagine qu'est la bourse. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. On peut profiter de la bourse sans avoir de connaissances en bourse. Donc l'idée, c'est de tirer profit de chaque nouveau paradigme tout en ayant une parfaite maîtrise de ses émotions pour justement ne pas prendre des décisions émotionnelles. Donc déjà, la première problématique, c'est faut-il prédire l'avenir pour gagner en bourse ? 99% des opérateurs boursiers pensent qu'il faut être en mesure d'anticiper l'avenir pour gagner en bourse. C'est-à-dire anticiper qu'une action qui verse un bon dividende aujourd'hui va continuer de le verser dans le futur. On a pléthore d'investisseurs qui font de l'investissement dans des dividendes en anticipant ce genre de choses. On a aussi ceux qui anticipent que les indices boursiers ne vont pas baisser cette année, donc ils restent investis. On a ceux qui anticipent que les banques centrales vont continuer leur QE, donc que les intervenants du monde entier vont continuer à investir sur les marchés financiers. Il y a ceux qui anticipent que l'or va monter, baisser, stagner, disparaître, réapparaître. Bref, si l'on n'est pas capable d'anticiper quelque chose, on reste paralysé dans l'inaction. Pourquoi ? Parce que la peur de se tromper est trop forte. Donc, dans l'esprit commun de ce qu'est l'investissement boursier, tout le monde pense qu'il faut anticiper, il faut être capable d'anticiper quelque chose pour investir. Or, vous allez voir que c'est complètement faux. Au contraire, il ne faut surtout rien anticiper. Il faut vraiment que sa stratégie soit basée sur tout sauf de l'anticipation. Donc, quand on met son argent sur un scénario auquel on croit dur comme fer, si ça part dans le mauvais sens, c'est le début des grands doutes et des regrets. Cette façon d'aborder la bourse par l'anticipation n'est pas viable. Elle nous expose au pur hasard car personne ne peut prédire l'avenir avec plus de 50% de chance. Et si on arrêtait totalement d'agir comme 99% des perdants en bourse, je vous rappelle que 99% basent leurs investissements sur des anticipations qui sont elles-mêmes basées sur des émotions. Donc nous, on va supprimer les anticipations et les émotions pour construire notre portefeuille de mon père de famille. Donc je reprends la lecture. Et si on partait du principe que l'on sait que l'on ne sait pas ? Et si on lâchait prise sur ce que les marchés vont ou ne vont pas nous payer? Et si l'on se contentait simplement de mettre en place un portefeuille de bon père de famille, c'est-à-dire un portefeuille qui ne réclame aucune connaissance économique. Donc ça tombe bien parce qu'elles ne servent absolument à rien ces connaissances économiques quand il s'agit de gagner en bourse. Si vous voulez intervenir sur un plateau télévisé, vous avez plutôt intérêt à être très calé en connaissances économiques. Mais si vous voulez gagner de l'argent, les connaissances économiques ne servent à rien. Croyez-moi, tous ceux qui interviennent sur BFM TV, les économistes, etc., ce n'est pas eux qui ont des performances qui défient la loi de la gravité. Allez regarder un petit peu leurs performances, vous allez être étonnés, ils n'arrivent même pas à battre leur indice de référence. Mais ils sont super forts en connaissances économiques. S'il y avait une corrélation entre le niveau de connaissances économiques et les performances boursières que l'on est capable de générer, ça se serait. Et croyez-moi, les connaissances économiques, perdez pas votre temps là-dessus, ça sert strictement à rien quand il s'agit d'investir en bourse. Ensuite, imaginons que ce portefeuille ne réclame aucun suivi des marchés. À peine 5 minutes une fois par an,
ou une fois par mois, en fonction de ce que vous voulez faire. Que ce portefeuille ne réclame aucune confrontation de notre ego. Et ça, c'est très important. Parce que nous ne pouvons pas avoir tort sur quelque chose dans lequel nous n'avons aucune opinion. Si on ne rentre pas dans le jeu de l'opinion, on ne peut pas avoir tort. On ne joue pas ce jeu-là. Donc du coup, notre ego, à aucun moment, il est impliqué. Et du coup, on n'a pas de problème de prise de décision, on n'a pas de problème de cohérence, on n'a pas de problème d'engagement, on n'a pas de problème de justification. On accepte qu'on ne sait rien et qu'on ne peut pas faire d'anticipation. C'est reparti. Un portefeuille qui ne réclame aucun stress. Quelque chose qui ne génère aucun stress. Nous connaissons le risque de notre portefeuille à l'avance. Il ne dépasse pas des baisses de moins 8% même pendant les pires mois de la crise des subprimes en 2008, pendant les attentats du 11 septembre, pendant l'éclatement de la bulle des technos. Bref, à aucun moment, regardez ce portefeuille, il a dépassé les moins 8%. Donc là, je vous ai mis les performances de la stratégie du magicien aux mains d'or, qui est eh bien, tout simplement le portefeuille bon père de famille. Donc en bleu, là, sur ce graphe, vous avez l'évolution de ce portefeuille depuis 1992. Alors, il y a l'évolution, vous verrez, il y a l'évolution qui date encore plus dans le passé. Mais voilà, sur cette période-là, on a fait du 10,3% en moyenne par an. Le max, la perte maximum, le pire mois était à moins 7%. Alors qu'au même moment, ce que vous voyez ici en orange, c'est l'évolution du SP500, donc des bourses à l'international. 99% des gérants de portefeuille n'arrivent pas à faire mieux que cette courbe en orange. Regardez en bleu notre courbe. Regardez un petit peu en orange. En moyenne, on gagne du 9,7% par an. Et pendant les pires moments, on perd moins 50%. Et les périodes où on perd, elles peuvent être très très longues. C'est-à-dire qu'on peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi en situation de perte à moins 10, moins 20, moins 30, moins 50%. Alors qu'avec un portefeuille de bon père de famille, ça monte tranquillement, régulièrement. Ça ne va pas faire des années à plus 100% comme pourraient le faire les marchés, mais simplement on est tranquille, on est sans stress, on n'a pas besoin de faire les anticipations et on bat le marché, on fait mieux que le marché et on n'a pas tout le stress des longues périodes de baisse et surtout des périodes de baisse qui sont très 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 fortes. Donc là, je ne vais pas vous faire comprendre la performance de cette approche. Moi aussi, allez, c'est parti, puisque c'est une adaptation de l'article, c'est parti. Donc, on l'a vu, en bleu, on a l'évolution de la stratégie. En orange, on a l'évolution de l'indice. Donc, alors, certaines années, le portefeuille ne délivre pas ou peu de performances, comme cela a été le cas en 2015 et 2016. Et d'autres années, les performances sont bien supérieures à 10%. Ce sont les marchés qui dictent leur rythme. Notre rôle est simplement d'être présent tout le temps pour profiter des bonnes périodes. Et pour cela, il faut être conscient du risque que notre portefeuille encourt pendant les mauvaises périodes, qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Et c'est là que la stratégie est hors du commun. Elle délivre en moyenne des performances de 10,3% par an, alors que celle de l'indice est de 9,5% par an. Les mauvaises périodes sont plus courtes avec notre portefeuille et surtout elles sont moins risquées. On est sur du moins 7% alors que sur les indices on est sur du moins 50%. Donc c'est une approche qui est stable et que n'importe quel investisseur peut mettre en place jusqu'à la fin de ses jours sans ne jamais devoir stresser sur ses placements financiers. Plus de problèmes avec le choix des produits toxiques que les banquiers nous recommandent. On n'a pas d'investissement dans des schémas de Ponzi à la Madoff qui d'ailleurs eux-mêmes se retrouvent dans des SICAV ou dans des FCP des grandes banques françaises que ces grandes banques françaises proposent à leurs clients qui sont vous et moi. Fini les frais de gestion prohibitifs des FCP, des SICAV, des gérants de portefeuille. Il faut payer à l'entrée, à la sortie. Il faut payer sur ses perfs, il faut payer les frais de gestion. Bref, les mecs ne sont même pas capables de battre l'indice de référence. Sur 20 ans, ils ne sont pas capables de battre l'indice de référence. Et puis en plus, chaque année, ils nous prennent des pourcentages de performance. Bref. Donc l'idée, c'est que l'investisseur prenne en main ses placements et n'ait plus besoin de prendre de mauvaises décisions.
Donc quand je parle de décision, c'est du type je pense que les marchés vont baisser ou baisser. Là, monter ou baisser. Vous n'avez plus besoin de prendre ce genre de décision. Et vous n'avez plus aussi besoin de savoir si tel gérant est bon ou mauvais ou si les recommandations de votre banquier sont bonnes ou mauvaises. Vous vous coupez de tout ça, vous êtes tranquille, vous êtes à la cool et voilà, vous avez simplement de vous inquiéter une fois par mois ou une fois par an de votre portefeuille. Donc l'investisseur ne s'expose plus au stress des krachs boursiers ou autres cycles économiques à risque, par exemple l'hyperinflation. Pourquoi ? Tout simplement, le portefeuille est équilibré et affronte n'importe quel paradigme, que ce soit le paradigme de l'étalon or, des quantitative easing, des super cycles de dette, de l'inflation, de l'indéflation, de la récession, de la prospérité. Peu importe le cycle, notre portefeuille, simplement, il s'adapte. Il s'adapte automatiquement. On n'a pas besoin d'anticiper ou d'analyser le cycle dans lequel on est. Le portefeuille s'adapte de lui-même au cycle. Et c'est là toute la force d'une telle approche. Elle s'adapte automatiquement sans que l'investisseur n'ait besoin de faire d'anticipation ou d'analyse. Il a juste à respecter les règles de gestion et vous verrez qu'elles sont simples et que la gestion d'un tel portefeuille peut être transmise à la prochaine génération sans avoir la problématique de compétences. Imaginez, vous mettez en place ce portefeuille. Il faut que vos enfants et petits-enfants puissent poursuivre donc la gestion de votre patrimoine familial sans qu'ils aient besoin de faire Harvard. Et au mieux, il faut qu'en l'espace de 30 minutes ou même de 20 minutes, ils sachent gérer ce portefeuille-là. Donc il ne faut pas qu'il y ait de friction en termes de compétences. Il faut que ce soit quelque chose de très simple à mettre en place et à entretenir. Voilà, avec un tel portefeuille, vous pouvez assurer la descendance de votre patrimoine familial avec simplement sur une feuille, vous notez ce qu'il y a besoin de faire et votre descendance pourra comme ça entretenir ce portefeuille sur du moyen long terme, sur 50 ans, 100 ans, 200 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Moi, j'ai mis en place ça pour ma fille. Bref, on en reparle un petit peu plus loin. Donc le gros avantage aussi, c'est qu'il est possible de commencer ce genre de portefeuille avec même pas 500 euros, que vous ayez 500 euros, 1000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000 euros, peu importe. Si vous avez 500 millions d'euros, vous pouvez très bien mettre ce portefeuille en place au sein d'un trust ou d'une fondation ou d'une entreprise. Cette stratégie, elle n'a pas de limite en termes de capitaux minimal ou maximal. On a aussi un nombre de transactions qui est ridicule. Regardez ce qui se passe je vais vous en parler plus loin, mais sur une décennie, le nombre de transactions enregistrées, il est ridicule. N'importe qui peut mettre en place cette approche. Il faut par contre respecter une petite routine mensuelle ou annuelle, c'est au choix. Donc comment mettre en place ce portefeuille chez vous ? Donc ce portefeuille, il est mécanique. Vous avez simplement 4 ETF. Donc les ETF, c'est aussi appelé des trackers. C'est des instruments d'investissement que l'on achète comme une action, que l'on achète et que l'on revend comme une action. Donc ces ETF nous permettent de répliquer les variations d'un indice boursier, d'une matière première, des obligations, bref, de gros actifs qui sont cotés dans la sphère financière. Eh bien, chaque mois ou chaque année, vous allez suivre sans réfléchir la stratégie. Quand je dis sans réfléchir, c'est que vous n'avez pas besoin d'anticiper ou de prendre parti. Votre ego n'intervient à aucun moment. La stratégie doit être suivie à la lettre. Elle vous dit simplement si parmi les 4 ETF, vous devez acheter, vendre ou conserver. Cela ne réclame aucune connaissance en bourse au préalable. Si cette stratégie peut être mise en place sur un compte titre ordinaire avec une version quasi sans fiscalité, ça c'est très important. Elle peut aussi être mise en place au sein d'une assurance vie afin d'éviter totalement la fiscalité pendant tout le processus de création de richesse. Et ça, c'est vraiment en France, le pays avec les pires taxes au monde. On a encore des petits paradis fiscaux dans lesquels on peut mettre en place ce genre de stratégie absolument dingue. Et ça, personne ne vous en parle. Donc tout simplement, moi je vous ai préparé une série de 3 vidéos pour vous expliquer tout ça. Parce que alors là, cette vidéo, elle va durer 4 heures sinon. Donc déjà là, elle dure pas mal de temps. Donc simplement inscrivez-vous, donc cliquez ici ou si vous êtes sur YouTube, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif, vous cliquez dessus. Vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez recevoir 3 vidéos dans lesquelles je vous explique comment mettre en place ce portefeuille. Donc dans la première vidéo, vous verrez les 4 idées reçues qui lapident votre épargne de bon père de famille. Donc si vous investissez déjà en bourse en bon père de famille, vous devez
obligatoirement procéder en suivant ces 4 idées reçues qui sont des énormes erreurs. Et j'espère que vous allez, à la suite de cette première vidéo, tout couper et tout arrêter parce que ça, c'est vraiment voilà, des idées reçues que tout le monde autour de moi pratique. Et une fois que j'aurai monté cette vidéo numéro 1, ils ont tout coupé, ils ont tout arrêté. La vidéo numéro 2, je vous révèle, alors là, vraiment, vous pouvez mettre en place ce portefeuille, il n'y a rien à acheter ou quoi, c'est 100%, voilà, c'est du don. Je vous explique comment mettre en place cette stratégie paresseuse de bon père de famille. Et dans la vidéo 3, je vous explique comment la booster, comment aller plus loin encore, comment optimiser les gains et comment diminuer la volatilité de ce portefeuille, et tout cela en automatique avec ce que j'ai appelé la stratégie du magicien aux mains d'or, qui est une version un petit peu plus avancée de la version du portefeuille bon père de famille. Donc tout ça est expliqué dans ces 3 vidéos. En prérequis, il n'y a rien, hein. Vous avez besoin de 0 connaissance en bourse. La mise en place pour ce portefeuille paresseux, c'est 5 minutes une fois par an. Si vous voulez mettre en place la version avancée, c'est-à-dire la stratégie magicien aux mains d'or, c'est 5 minutes une fois par mois. La rentabilité moyenne escomptée est environ de 10% par an et ce portefeuille traverse les crises sans baisser au-delà de moins 8%. C'est juste d'un confort émotionnel. C'est juste génial. Donc voilà, moi j'ai mis en place ce portefeuille pour ma fille, Louise Froment, qui est née il y a quelques années. Et je cherchais absolument une solution pour pouvoir transmettre mon patrimoine et lui créer son portefeuille pour elle. Donc c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place avec cette stratégie bon père de famille. Donc je vous recommande vraiment de vous inscrire à cette série de 3 vidéos qui est 100% offerte et gratuite pour vous apprendre énormément de choses sur un portefeuille qui peut affronter tous les paradigmes et surtout toutes les manipulations des maîtres du monde.